Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire cette semaine, la Guyane au bord de l'explosion, affaire Fillon, cabinet noir ou bac à sable, et à quoi ça sert un déficit. La Guyane est-elle au bord de l'explosion ? Depuis plusieurs jours, la deuxième plus grande région française, située en Amérique du Sud, est secouée par plusieurs mobilisations et blocages jusqu'au vote d'une grève générale ce lundi. L'accès au centre spatial guyanais a ainsi été bloqué et le tir de la fusée Ariane 5, prévu le 21 mars, a été empêché. Déterminé. En quelques heures, des milliers d'habitants de Cayenne se regroupent dans le centre-ville. Ils viennent de toutes les communautés. Ils sont pompiers, chefs d'entreprise, commerçants. Ces événements récents ne sont que les dernières manifestations d'une tension qui ne cesse de croître. Les Guyanais mobilisés dénonçant une situation catastrophique sur de nombreux plans et une absence de plan de développement de la région oubliée par les politiques nationales. Le manque de développement de l'agriculture rend la Guyane dépendante des importations et la nourriture y est 45% plus chère qu'en métropole, alors que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les infrastructures sont laissées à l'abandon, au point qu'un tiers des communes n'est même pas accessible par la route et que 15% des Guyanais n'ont pas accès à l'eau potable. L'insécurité est également galopante avec 42 homicides pour 252 000 habitants. Cette situation critique, connue de longue date mais à laquelle les dirigeants ne se sont guère intéressés, rassemble aujourd'hui toutes les franges de la société guyanaise dans la rue. Les syndicats de salariés s'accordent avec les patrons pour réclamer de l'investissement économique et la fin de la corruption. Supermarchés, stations essence, services municipaux, écoles, tout est fermé. On est impacté, mais on est conscient que c'est pour nous en fait. La grève, ça concerne toute la Guyane, tous les Guyanais en fait. Donc on fait avec. On vit avec. Les agriculteurs restent eux aussi mobilisés et ont tenu à le faire savoir. Ils peuvent nous mettre en prison, ils peuvent nous dire comme ça qu'ils veulent qu'on rembourse. De toute façon, vous nous avez déjà asphyxiés, vous nous avez déjà tués. Vous avez déjà tué les agriculteurs. Donc faire ça, ce ne serait que finir de les achever. Donc on est au bout du rouleau, ça ne s'est jamais vu en Guyane. Les citoyens s'insurgent contre les coupures d'eau, l'insalubrité des hôpitaux et leur vente planifiée au privé. L'annonce d'une suspension de la vente de l'établissement à un privé ne satisfait pas les employés. Réunis ce matin en Assemblée générale, ils ont voté la grève à l'unanimité. Là, nous ne sommes pas arrivés dans des demandes salariales, nous sommes dans une demande pour le bien-être de la population. On voit qu'il y a un manque criant de moyens, que ce soit humain, économique, technologique. Il nous faut, sur 10 ans, programmer de manière sûre et certaine pour endiguer, ou plutôt pour assurer la venue des enfants, il nous faudra construire 5 lycées, 10 collèges, 500 classes de primaire. Dans le cadre de ces constructions, nous privilégions l'économie locale, c'est-à-dire le fait que les cahiers des charges de ces constructions permettent à l'économie locale, aux entreprises locales de pouvoir prendre les marchés. Deuxième élément, pareil pour l'agriculture, pour les cantines. Il doit y avoir pour la nourriture des enfants une grande partie de la production locale qui fait vivre et créer un cercle vertueux entre l'économie et le monde de l'éducation. Et suite au meurtre d'une personne, des jeunes gens défilent cagoulés pour dénoncer une délinquance grandissante et une insécurité qu'ils estiment en provenance du Brésil voisin. Mais si la colère a des causes multiples et rassemble des groupes aux revendications très diverses, voire opposées les unes aux autres, chacun dénonce une forme de mépris et d'hypocrisie des autorités qui, si elles rappellent fréquemment que la Guyane est une région française, ne semblent pas toujours considérer les Guyanais comme des citoyens français à part entière. Françoise Frédoc, première adjointe au maire de Kourou, en compagnie d'autres élus et son directeur de cabinet, se dirigent vers les forces de l'ordre. Mais ils ne recueillent pas plus d'attention. Ils sont repoussés sans ménagement à coups de jets de gaz lacrymogène à bout portant. Leur première revendication, c'est donc de pouvoir discuter directement avec le gouvernement, que celui-ci démontre sa vraie considération envers les Guyanais. Mais les réactions actuelles n'augurent pas d'une prise de conscience réelle de l'ampleur des problèmes. Je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île, même si c'est aujourd'hui l'île de Cayenne qui est largement bloquée, même si entre l'océan et la forêt amazonienne, il y a parfois beaucoup d'une île dans votre réalité. Ainsi, la ministre de l'Outre-mer, Erika Barretz, conditionnait sa venue sur l'île au fait que les conditions d'un dialogue serein soient réunies, comme si les conditions de vie permettaient aux Guyanais d'envisager la situation de manière sereine. Nous sommes en train de travailler sur un cahier de revendications commun avec tous les collectifs de Cayenne, de Sinnamary, d'Irakubo, de Saint-Laurent, pour que tous les collectifs puissent avoir
une ligne de conduite, une colonne vertébrale pour qu'on puisse demain pouvoir partir sur un bon pied, négocier avec le Premier ministre qui doit venir. Développement économique, sécurité et services fondamentaux comme l'électricité ou les soins, pour eux, les problèmes sont nombreux. Mais au-delà des demandes concrètes, le soulèvement de la Guyane ressemble surtout à un besoin de dignité. Est-ce trop en demander ? Alors que les affaires continuent de polluer le paysage politique, certains, mis en accusation, semblent avoir trouvé un bon moyen de détourner l'attention et de contre-attaquer. C'est François Fillon qui, le premier, a déclenché les hostilités sur France 2 lors de l'émission politique du 20 mars dernier. Il y a dénoncé la main de l'Élysée, présente selon lui derrière la divulgation des nombreux scandales le concernant. Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. L'Élysée réagit via un cabinet noir, service de renseignement occulte, orchestrant illégalement la collecte d'informations confidentielles et leur divulgation à la presse afin de nuire personnellement aux candidats à l'élection présidentielle. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Pour formuler cette accusation, François Fillon s'est basé sur son interprétation d'extrait du livre Bienvenue Place Beauvau, interprétation rejetée par les journalistes ayant signé l'ouvrage. François Fillon s'est pris les pieds dans le tapis tout seul. Il n'y a pas besoin d'un cabinet noir, d'ailleurs il n'y a pas de cabinet noir. Celui-ci, paru 3 jours après la sortie de François Fillon, évoque l'utilisation politique de la machine policière sous le quinquennat de François Hollande. Ce que nous racontons et qui est quand même assez malsain, c'est une exploitation en fait politique d'informations policières et judiciaires et une remontée de ces informations dès qu'elles touchent une personnalité sensible. Mais c'est pas un cabinet noir au sens où on ne montre pas des coups. Dans la foulée de François Fillon, plusieurs autres personnalités politiques ayant fait l'objet de révélations gênantes, de Valérie Pécresse à Marine Le Pen, ont dénoncé le cabinet noir de l'Élysée, ses persécutions et son acharnement et réclamé l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'accusation évidemment est grave et nous nous garderons bien de donner un point de vue dessus, n'étant pas juges nous-mêmes. Mais si le soupçon touche aujourd'hui François Hollande, il n'est certainement pas le premier président à y être confronté par ses adversaires politiques. Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'accusations similaires, comme avant lui Jacques Chirac et encore avant François Mitterrand. Comme si les pouvoirs, peut-être trop importants, accordés au président dans le cadre de la Ve République, allaient de pair avec ce genre de dérive, et comme si chaque camp politique s'évertuait dans l'opposition à dénoncer ce type de pratiques avant de les adopter une fois au pouvoir. Il n'y a jamais eu d'argent liquide qui circulait, de trucs comme ça ? Vous m'avez bien regardé. Car chercher à détourner l'attention de ses propres déboires judiciaires n'enlève rien à la gravité de ce qui nous est à nous-mêmes reproché. Mais au-delà de ces questions, d'aucuns pourraient sourire des accusations lancées par François Fillon ou par d'autres. Car chercher à détourner l'attention de ses propres déboires judiciaires n'enlève rien à la gravité de ce qui nous est à nous-mêmes reproché. Par ailleurs, alors que certains politiques pointent du doigt les diverses théories du complot présentes sur Internet, il est ironique de remarquer que dès que certaines choses leur sont reprochées, certains n'hésitent pas à se baser sur des sources à la fiabilité discutée pour envisager de vastes machinations entreprises au sommet de l'État contre leur personne. On a parlé de cabinet noir ou de cabinet occulte. L'expression que vous citez, pardonnez-moi, me paraît risible, n'est-ce pas ? Même ligne de défense pour François Mitterrand, accusé d'avoir écouté des journalistes, des artistes pour anticiper des fuites sur l'existence de sa fille cachée, Mazarine. Le président socialiste a toujours nié. L'Élysée n'écoute rien. Le groupe antiterroriste. Il n'y a pas de système d'écoute ici. Des faits condamnés par la justice en 2005, après sa mort. Lorsqu'éclate l'affaire Clearstream, c'est Jacques Chirac qui est soupçonné d'avoir lui aussi un cabinet noir, chapeauté par Dominique de Villepin, pour nuire à Nicolas Sarkozy. Je veux savoir qui m'a mis là-dedans, pourquoi on m'a mis là-dedans et comment on m'a mis là-dedans. Ça vous a blessé ? Beaucoup. De telles pratiques perdurent-elles sous les dorures de la République où la référence historique au cabinet noir sert-elle surtout la défense d'un candidat aux abois ? Au final, qu'il s'agisse du fait de détourner l'attention en criant à la conspiration ou des moyens potentiellement déployés pour discréditer des adversaires, cette polémique montre des personnes impliquées une image peu reluisante, celle d'individus sûrs d'eux-mêmes, à l'ego surdimensionné et montrant plus de ténacité à défendre leur propre image qu'à incarner un projet. Un juge qui est seul face à un appareil d'État, s'il veut aller au bout de son dossier, il faut qu'il soit toujours à la limite de la procédure, c'est-à-dire la respecter, mais sur la frontière. Dans 95% des dossiers, quand les cours d'appel
ont à se pencher sur un éventuel problème de procédure, ils ne sifflent pas le hors-jeu, même s'il est flagrant, c'est-à-dire qu'ils sauvent la procédure. Ils préfèrent tripoter un peu le droit que de remettre un gros trafiquant de drogue en liberté. Dans les 5% restants, c'est-à-dire dans les dossiers, dans les gros dossiers notamment financiers, c'est l'inverse qui se produit, à savoir qu'on est bien content de trouver une virgule qui manque, un tampon qui n'est pas là, une copie qui a oublié d'être certifiée conforme pour siffler le hors-jeu et annuler la procédure. Cette attitude est sans doute acceptable lorsqu'elle vient d'enfants pris la main dans le pot de confiture, mais elle n'est guère sérieuse chez des personnes aspirant à gérer le pays en notre nom. Le 24 mars étaient rendus publics les chiffres du déficit de la France, estimé à 3,4% de la richesse produite. La France rate sa cible de déficit public pour 2016. L'INSEE indique ce matin qu'il s'élève à 3,4%. Ce chiffre a largement été commenté par les experts, mais aucun n'a pris le temps de nous expliquer ce que c'était qu'un déficit public. Pour faire simple, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale dépensent de l'argent constamment pour faire tourner le pays et perçoivent pour cela des recettes issues des impôts et des cotisations. Il y a déficit public quand les recettes sont inférieures aux dépenses et il s'agit alors de la différence entre les deux sommes. Le déficit augmente donc quand les dépenses augmentent plus vite que les recettes. À noter que toute hausse des dépenses n'est évidemment pas négative. Elle peut être logique si la population augmente par exemple. Eh bien, en 2050, il devrait y avoir environ 70 millions d'habitants en France. Ou s'il est nécessaire de réévaluer certains budgets ou d'effectuer certains investissements une année. En fait, quand on parle de dépenses, la première question à se poser concerne peut-être les objectifs qu'on lui donne et le pays que nous voulons. Souhaite-t-on des écoles de qualité pour nos enfants ? Souhaite-t-on des routes, des trains, des centrales électriques sûres ? Des infrastructures obsolètes, défectueuses, voire pourries. Même après le déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge, les dysfonctionnements sur la ligne ont continué. Selon Mediapart, entre juillet 2013 et septembre 2014, 350 trains auraient circulé chaque jour sur des aiguillages non conformes. Souhaite-t-on pouvoir se soigner, même si l'on a un salaire modeste ? Les complémentaires santé vont augmenter de 5% selon la mutualité française qui regroupe 600 mutuelles. Se soigner coûtera donc plus cher. Certains Français pourraient même y renoncer. Souhaite-t-on pouvoir offrir le meilleur à nos anciens ? Oui, on sent qu'on a quand même moins. Ça, c'est logique. Mais pour l'instant, on arrive au bout du mois. Mais j'ai peur. Heureusement que la voiture tient, la télévision... elle tient aussi. Des biens qui, en cas de souci, pourraient vite devenir compliqués, voire impossibles à remplacer. Des retraités comme Jean-Jacques, il y en a de plus en plus. Veut-on investir dans la recherche pour l'avenir ? Au-delà des chiffres bruts, chaque dépense publique correspond à un choix de vie pour nous tous. Bien sûr, ces choix impliquent de trouver des recettes. Ces recettes symbolisent ce que l'on accepte de mettre en commun et découlent de choix gouvernementaux. S'il vous plaît, silence! Taisez-vous! En toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentilles à la cantine à midi. Voilà. D'où veut-on que vienne l'argent mis en commun ? C'est une question plus que jamais pertinente, car ces dernières années ont vu une forte baisse de certaines recettes pour l'État et la sécurité sociale. En particulier, le CICE, Crédit d'impôt compétitivité emploi, dont nous avions déjà parlé ici, représente plus de 20 milliards d'euros par an de recettes en moins, principalement au bénéfice de très grandes firmes. Il n'a pas, à ce stade, débouché sur une augmentation notable des investissements, ni des exportations, ni de la recherche-développement. Dans le même temps, on remarque que les dividendes versés par les entreprises bénéficiaires du CICE ont explosé. Si l'on récupérait cette somme et qu'on y ajoutait les quelques 60 milliards d'euros de la fraude fiscale qui échappe aujourd'hui à la collectivité, souvent au bénéfice des mêmes, le déficit public actuel ne serait plus qu'un mauvais souvenir et la France pourrait même afficher un excédent budgétaire. Et peut-être qu'alors on pourrait laisser des aides-soignantes avoir des week-ends comme tout le monde, sans craindre que le pays ne s'effondre sous le poids de la dette. On récupère la RTT. Eh ben, il faut qu'elle soit payée. Il faut qu'elle soit payée. Mais nous, on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi. Mais il faut le payer, madame. Mais oui. Donc on attend de votre part. Il faut... que je fasse de la dette supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
N'hésitez pas à liker cette page, à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee. Vous retrouverez Tatiana la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.